machine tout le monde, donc c'est notre live cette semaine, notre retour sur le Michigan 100 Lighthouse. Donc je me suis présenté, j'ai dit un peu c'était quoi les machines, Stéphanie, en t'attendant. Puis là, c'est à ton tour de parler de toi rapidement. T'es qui, tu viens de où, qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Stéphanie, en passant, j'ai déjà dit, mais c'est la fille de peu de mots, toujours un peu timide. Mais là, elle s'habitue tranquillement à être dans le spotlight. Fait aujourd'hui, on va nous parler un petit peu d'elle. En fait, elle est plus intéressante que moi. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'elle fait, Stéphanie. C'est quand sa prochaine course. Fait que, parle-nous un peu de toi, Steph. Bon, alors, je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt. Alors, j'ai une équipe avec 7 autres courtiers. Ou sinon, je suis aussi propriétaire du salon Gamme sur la rue Ontario depuis 5 ans. Je suis mère d'un Charles qui va avoir 4 ans au mois de septembre. Ça va vite. Ou sinon, j'ai grandi à Québec, déménagé dans le coin de Saint-Sauveur vers l'âge de 16 ans, à Montréal depuis l'âge de 20 ans. J'ai commencé à courir, j'ai toujours été comme assez sportive, m'entraîner un peu, j'ai joué au basket au secondaire, je veux dire. Mais j'ai vraiment commencé à courir quand ma mère était malade. Ma mère est décédée, ça fait 10 ans. Dans le fond, ça va faire 10 ans au mois de juillet cette année. Puis je me rappelle, j'avais fait ma première vraie course officielle. C'était le défi de Sainte-Anne-de-Bellevue. Je pense que c'était au début août. Puis j'avais fait comme 44-28, quelque chose comme ça. Je me disais, hey, c'est le fun, c'est peut-être plus facile que je pensais. Puis c'est de là que j'ai commencé. Là, après, je vais avoir fait presque toutes les distances, sauf le 100 000 qui est pas encore... je pensais qu'il aurait été sur la checklist, mais... Je présume que ça va être un peu plus tard cette année. Ou sinon, le 24 juin, je vais participer à la course MRSQ, qui est une course dans le fond, qui a été mon premier ultra. Au début, c'était un 50, puis après ça, j'ai fait 2 fois le 100. Là, ça va être la 3e fois. D'ailleurs, Maxime va venir courir la fin avec moi. Les 30 derniers, 50. On verra comment la journée-là. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est le fun de cette course-là, c'est que ça commence à minuit. Ça part sur le Mont-Royal jusqu'à Beaconsfield, puis après on revient. Fait que la fin est quand même... c'est pas évident. Faut monter le Mont-Royal. Ça monte. Ben, pas juste ça. Là, il y a le pont, il y a... Dans le fond, jusqu'à la fin, là, à partir de 80 là, environ. Puis, ben, c'est ça. Après ça, comme Maxime a mentionné tantôt, puisque je vous écoutais, on va participer au mois d'octobre pour réessayer la distance de 100 000. Ouais, c'est ça. Fait que Stéphanie puis moi, si vous voulez entendre un peu parler de notre expérience au Lighthouse 100, qui était une course ça faisait quelques mois qu'on se préparait pour ça avec 2 coachs différents. En fait, moi, c'est Éric Béhet, que je remercie, qui est un coach fantastique. Et Audrey Lonval, ouais, qui coachait Stéphanie. Fait qu'on faisait 2 entraînements parallèles, pas tout à fait la même chose, puis c'était quasiment un débat à savoir... C'était lequel le meilleur? C'était l'entraînement fait pas de sens, puis mien non plus. Fait que c'était finalement... on peut dire que ça a été égal, parce qu'on s'est retrouvé à 115 kilos, puis on a fini la course. J'ai entendu les patates Fait que ça, c'était... moi, je savais vraiment pas à quoi m'attendre sur ce 100 000-là. J'ai jamais fait de course d'endurance à part de l'Ironman, puis je savais que je peux courir 60 km. En haut de ça, j'avais aucune espèce d'idée qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que ça a été une belle journée. C'était une journée qui était longue, puis pas longue en même temps, parce que faire un ultra... Ça passe vite. Ça passe vite, parce qu'à un moment donné, le cerveau se met comme à off, puis c'est un pas à la fois. Ce qui aide, si un jour vous voulez faire une course d'endurance, ce qui m'a aidé à ce que ça passe vraiment vite, il y avait des grands bouts où j'étais seul, mais à partir de 90 kilos, j'étais plus jamais seul, parce que le monde qui se retrouve ensemble court à la même vitesse à peu près. Fait qu'il y a toujours des gens avec moi à ce moment-là, fait que ensemble, souvent, aussi bête ça peut se paraître, dire, écoute, je vais courir jusqu'au prochain poteau de téléphone ou jusqu'au prochain arbre. Ben, ça t'aide à plus penser au temps qui passe lentement, tu sais. Fait que moi, j'étais, à un moment donné, au début de la course, quand je passais aux stations, j'étais, selon ce qu'ils m'ont dit, j'étais 1 heure en arrière de Stéphanie, c'est ce qu'ils me disaient. Fait qu'en 90 km, après 1 heure, 6 mois. Puis Stéphanie, ben, comment elle a vécu ça jusqu'à temps qu'on se retrouve, je sais pas. Moi, ça va. Honnêtement, au début, je pense que ça allait trop bien. Là. Je dirais jusqu'à... Je pense que j'ai pas eu à marcher jusqu'à peut-être les 90 kilos, 85-90 kilos. Je suis souvent, Stéphanie a une pédale de gaz, mais elle n'a pas de pédale de break. C'est tout ou rien. Mais c'était vraiment le fait, dans mon cas, là, de... Ben, c'est un parcours très côteux. Puis aussi le fait de... Tu sais, comme... Je pense que j'ai manqué beaucoup de
au niveau de la nutrition, puis manquer d'eau et tout, c'est ce que j'ai vraiment trouvé le plus difficile. Fait que veux pas, après avoir manqué d'eau pendant 1 heure, ben, comme un peu trop tard, là. Fait que je pense que c'est ça qui a fait un peu des dommages, là, dans mon cas. Mais sinon, tu sais, j'essaie de gruger de plus en plus, là, sur la fille qui est en premier. Fait que... Stéphanie était deuxième à ce moment-là, mais comme Stéphanie dit, c'est quand, dans les températures très chaudes comme il faisait là-bas, c'est qu'aussitôt, en tout cas, je suis pas un expert, là, mais il va sûrement avoir des experts qui vont pouvoir vous expliquer le comment du pourquoi, là. Mais une fois que tu es trop déshydraté, il y a comme plus grand-chose à faire pour revenir puis se replacer. Ça faut que tu prennes du repos puis tu t'assis puis que tu fasses un reset, comme ils appellent ça en course d'endurance, là. Fait que ça, Stéphanie, c'est un peu là qu'elle est arrivée, vu qu'on manquait clairement d'eau. Il était supposé avoir des ravitaillements très rapprochés dans la course, finalement, ils étaient inexistants. Ils se sont fait voler les bidons d'eau puis de Gatorade sur le bord de la route, parce qu'il y a des petites stations entre les grosses stations. Les grosses stations étaient aux 16 km à peu près, mais c'était un peu... C'était plus de 20, là. C'était plus de 20 km, puis entre les deux, ils devaient laisser des gallons d'eau puis Gatorade sur le bord de la route, mais souvent, ils se les faisaient voler, on les trouvait pas, on les voyait pas. Fait que souvent, tu te retrouvais... Moi, j'avais 2 gourdes de 500 ml. En dedans d'une demi-heure, souvent, ils étaient passés, puis il me restait souvent 1h30 à courir sans eau, ou devoir les cogner à des portes, ou encore des gens qui étaient accompagnés, parce que la plupart des coureurs qui étaient à cette course-là étaient accompagnés par un crew. Fait que c'est du monde qui était là pour les supporter pendant le parcours. Fait qu'eux, il y avait bien du stock. Fait que si... De l'eau, de la nourriture. Ouais. Puis... Fait qu'on avait comme pas le choix de s'arrêter. Ils disaient, écoute, tu peux-tu me donner de l'eau? Tu peux-tu m'aider? Puis c'est comme ça qu'on s'est rendu à 115 kilos. Moi, jusqu'à 105, il n'y avait pas vraiment de monde autour. Puis les seuls qui étaient, c'est ça, il y avait des crews un peu. Puis je veux dire, moi, j'ai même demandé de l'eau à quelqu'un, puis elle avait peur d'en manquer pour son coureur, là. Fait que se faire dire non, je te donne pas d'eau, j'étais comme, pour vrai? Fait que moi, j'étais obligée d'arrêter une voiture, puis la madame, elle m'a donné, je pense, une espèce de Kool-Aid, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais c'était pas vraiment important à ce moment-là, là. Fait que, ouais, c'est plus ça qui a été difficile que la course en tant que telle, là. Moi, je me rappelle, j'avais un petit papier, là, où c'était marqué, OK, dans 3 km, il est censé avoir de l'eau. Fait que, tu sais, je veux pas, je finissais mon eau en fonction de, OK, dans 3 km, je vais pouvoir reprendre, me remplir, mais quand t'arrives là, puis finalement, il y a rien, puis la prochaine est encore dans 10 km, ça commence à être... surtout quand il fait 25, là. On a des beaux coups de soleil aussi, fait que... À peu près brûlé au 3e degré sur les mollets, là, mais ça, c'est une autre histoire. On a beaucoup de questions aussi sur... Parce qu'on a marché une bonne période. Moi et Stéphanie, qu'on s'est retrouvés à 115 kilos. On a marché jusqu'à 129 kilos pour finalement que je prenne la décision de... Stéphanie n'aurait jamais arrêté, parce que Stéphanie n'est pas faite comme ça, mais moi... Pour un paquet de raisons, dont je peux dire que Stéphanie était malade, mais je peux dire aussi que j'étais vraiment écœuré, puis ça me tentait pas de marcher pendant... Ça te faisait une belle excuse. Ouais, ça me faisait une belle excuse, en fait, parce que marcher pendant 30 km aussi, pendant 7 heures, ça me tentait pas du tout, fait que j'ai dit, on va... Ben, c'était plus qu'on n'était pas équipés pour... tu sais, dans le sens où on avait des petits chandails seulement, là, pour... Il était rendu, il faisait quoi, 5 degrés, là? Ouais, ça, c'est l'autre affaire. Quand t'as pas de gens pour t'accompagner, tu te retrouves dans le milieu de nulle part, pas de vêtements. Fait que quand la nuit commence à tomber, t'es fatigué, on peut pas courir dans les circonstances. Fait qu'on avait comme un choix à faire rendu là, qui a pas été un choix difficile. Ça, je l'ai dit après mon race recap, c'est que on avait tellement, pour ma part, en tout cas, j'ai tellement accompli d'affaires dans cette journée que je pensais pas être capable de faire. J'avais dit à Stéphanie, je passe de 100 km, déjà, c'est un record. Puis le reste, ça va se faire comme on peut. Puis dans le mois, je savais que je pouvais finir cette course-là. Je me disais juste que c'était pas les conditions idéales là, puis les conditions sécuritaires pour la finir, à cause de notre état tous les deux. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter un véhicule, puis d'asseoir Stéphanie dedans. Ça a été la fin de la course, mais on a eu bien du fun. On a eu bien du fun de marcher 15 km ensemble. C'est pas vite, là? C'est pas vite, mais ça a passé vite. En passant, excusez-moi, je me réintroduis pour le bien du podcast sur YouTube. Ouais. Charles Chuck, je suis la personne qui est derrière, qui produit un peu avec vous le show, là, qui s'occupe que la technique se passe parfaitement. On voudrait juste dire merci à Sylvain Dufresne qui a laissé, je vous découvre, super intéressant, vous êtes naturel et motivant, donc merci Sylvain de laisser un commentaire en direct présentement parce que c'est un épisode en direct. Un gros merci Sylvain, on apprécie tous vos commentaires, en fait, les gens qui nous écrivent en personnel aussi pour nous donner leurs commentaires, c'est très apprécié. Fait que ça a été la fin de cette course-là, ça a été la fin de cette journée-là, en fait. Mais je pense pas, on n'a pas eu de regrets tous les deux. Non, je pense qu'on s'est inscrit le lendemain. Le lendemain ou le surlendemain? Ouais.
À une autre course, fait que ça... Puis on s'est inscrit, en fait, c'est parce que moi, la raison de la course, en fait, je vais avoir 40 ans cette année. J'avais décidé de m'inscrire à une course de 100 000, comme j'ai dit au départ. Puis je savais pas quoi m'attendre. Puis là, je vais avoir 40 ans dans un mois. Fait que ça, c'est juste un essai. J'ai 39 ans. Fait que je me suis dit, au mois d'octobre, je vais vraiment avoir 40 ans. Puis on va aller vraiment dans une course qui est vraiment super organisée en Arizona. Au Michigan, c'était dans le fond, c'était le point A, point B. Là. Il y avait pas on ne passait pas deux fois au même endroit. En Arizona, c'est 5 boucles du même parcours. Alors là, tu peux toujours avoir ton stock au bout de 30 km. Si tu as des drinks spéciaux que tu as besoin, c'est la nourriture spéciale que tu veux. Du ginger ale. Ouais, fait que je pense que ça, on a hâte de faire cette expérience-là. Ouais. Puis, je vais finir par réussir un 100 000. Ouais. Puis le pire, c'est que moi, quand j'ai fini mon premier Ironman, j'ai dit, OK, that's it, ça me tente plus. J'avais pas vraiment envie d'en faire un autre après, c'était fait. Ça, c'est peut-être parce que je l'ai pas fini, je dis là, j'ai le goût d'en faire un autre, mais d'en faire un comme autrement préparé, tu sais, parce que j'ai découvert un paquet d'affaires sur ce parcours. Puis je parle pour les gens qui veulent faire des courses d'endurance, parce que moi, je t'avais là un novice, Stéphanie avait de l'expérience, puis elle m'avait préparé un petit sac avec des pilules de sel, un paquet d'affaires, parce que en Ironman, c'est différent. J'ai une facilité à faire ces distances-là au rythme que je l'ai fait. Là-dedans, c'était nouveau pour moi de faire un ultramarathon. Je savais pas quoi m'attendre, mais Stéphanie m'a dit, écoute, prépare ça, mène ça avec toi. Puis finalement, ces affaires-là dans le sac m'ont sauvé la vie une couple de fois. Les pilules de sel. C'est quoi, c'est ça? Les pilules de sel, mais il y avait juste comme des motrins, parce que j'avais mal à certains tendons. Fait que ça l'a aidé à, justement... Mais les pilules de sel aident pas mal, là, quand il fait chaud. Les pilules de sel, parce que moi, je perds jamais de sel minéraux, généralement, ou très peu. Puis là, j'avais du sel partout sur moi. Puis dans le fond, les drinks, souvent, en ultramarathon, tu vois des drinks spécialisés qu'ils vont te donner. Comme il y a du Tailwind que les gens donnent, mais là-bas, c'était du Gatorade, mais c'était trompé. Il y avait juste du Gatorade G2 ou du Gatorade Flow, qui n'a pas de calories dedans. Fait que là, t'arrives là, tu as besoin de calories pour continuer à courir, puis tu regardes ça, puis tu sais quoi, je peux pas prendre ça. Fait que ça a été une autre affaire. C'était drôle, moi je riais quand je regardais les bouteilles, ils se sont trompés, ça fait ça. Je m'en ai rendu compte après, je pensais que je prenais des calories. Puis là, je me suis dit, ça fait rien. J'ai eu des cravings de McDo pendant la course. Puis je mange jamais de McDo, même dans la vie en général. Fait que c'était ça. On a fini la course, il était minuit le soir, on est retourné à l'hôtel. On a-tu mangé avant l'hôtel? Le pire, en fait, après une course ultra, c'est quand tu essaies de dormir. Je t'avais prévenu. Ouais, parce que là, écoute, je trouvais aucune position où mon corps avait pas mal. Parce qu'aussitôt, dans le fond, c'est drôle, hein, l'être humain, c'est que tant qu'on courait ou qu'on marchait, on bougeait, on avançait, pas vraiment mal. C'était assez... J'aurais pu continuer longtemps comme ça. À partir du moment où on s'est dit... C'est fini. C'est fini, on arrête. Le corps a arrêté lui aussi. Puis là, c'était comme hallucinant. C'était mal partout, la misère à marcher. Mais là, on est correct, là, ça a pris peut-être 2 jours. Là. Je dirais que les 2 premiers jours, là, c'était pénible. Là, mais là, je suis prête à aller faire un autre petit jog tantôt pour essayer de placer ça. Ouais, exact. Ça a été une course, en fait, là, tous les 130 kilos qu'on a fait, on dirait 17 heures et quelques. Puis je me suis demandé c'était quoi ta plus grosse anecdote dans la course. Puis c'était un peu drôle parce qu'il y a un certain moment où tu as le goût de manger quelque chose de solide. Tu as le goût de manger de la vraie nourriture. Tu veux pas manger de banane, ni d'orange, ni de sandwich au beurre de pinot. Puis je courais tout seul à ce moment-là, puis j'ai dit, écoute, peut-tu avoir un McDo? Moi, je pensais, peut-tu avoir un McDo pas loin? Parce que le McDo, c'est rapide. Puis là, il y a une station-service, puis c'est écrit sur la pancarte des Hard Rib Night. C'est comme la soirée des côtes levées. Fait que là, dans une station-service, mais aux États-Unis, station-service, c'est comme un terrain de jeu pour nous autres, parce que moi, j'aime ça là, il y a plein d'affaires. C'est plein d'affaires que t'as pas ici. Ouais. Dont les côtes levées, puis des patates au four. Fait que j'arrive devant le comptoir, puis il y a des racks de côtes levées, puis il y a des patates. Fait que je dis au gars, puis il me regarde en voulant dire, il est pas trop sûr qui est-ce qui sert, c'est un gars qui a couru depuis longtemps. Fait que, t'en veux-tu un full ou une demi-rack? Je dis, donne-moi un demi-rack, donne-moi une patate au four. Puis là, je me suis installé dehors, puis sur le bord de la poubelle avec un coke, puis j'ai pris ça en dedans de 5 minutes. Puis c'était drôle parce qu'il y avait des gens de la course qui rentraient à station-service, acheter du stock pour les gens qui aidaient pendant la course, puis ils me regardaient manger, puis ils riaient parce que c'était quoi cette affaire-là? Tu sors de où? Ça a pris. C'est-tu bon, les ribs de dépanneur? Écoute, honnêtement, je me souviens même pas s'il était bon. Je te dis que j'ai pris ça en dedans de 5 minutes, ça a fait du bien mentalement. Oui, oui. Puis là, j'ai rattrapé du monde que j'avais déjà dépassé, puis on a continué à courir ensemble. Puis là, c'était le fun parce que j'étais peut-être à 106 kilos quand c'était arrivé.
Ouais, un petit peu près 105, 106 kilos, puis à 115, je me retrouvais avec Stéphanie qui faisait un petit somme à une station de ravitaillement, puis c'est là qu'on a fini ensemble. Fait que ça a été... ça a été mon moment cocasse de la journée, mais qui a été un moment le fun, parce que honnêtement, ça donne de l'énergie mentalement et physiquement de pouvoir manger quelque chose de solide pendant une course. J'ai pas eu cette chance. Toi, c'est quoi ton anecdote, Stéphanie? Je n'ai pas vraiment. Pas vraiment rien. J'ai été seule au monde pendant longtemps. Là. Stéphanie était 6e overall. Pendant 6e, moi, c'est là qu'elle s'en est 6e. Moi, j'étais 14e. Fait qu'on était là au niveau de la course. Puis quand t'es tout seul là-bas. Il y a personne. Ouais. C'est une course, il y avait 100 compétiteurs peut-être. C'est une petite course, c'est des longs stretches où on était vraiment tout seul. La seule personne que que j'ai pu courir un bout avec, à part Maxime, là, dans le fond, c'est un gars qui avait déjà couru Badwater une couple de fois. Puis je pense qu'il revenait pas que c'était mon premier 160. C'est sûr, j'avais fait d'autres distances, là, donc des 100, 80, 50, 2 fois 12 heures de tapis. Mais, puis on parlait et tout, puis t'es comme, tu peux encore, même si tu marches qu'à la fin, finir ça en bas de 24 heures, mais je suis comme, je veux pas marcher pendant 7 heures. C'est long. C'est ça le but. Je me suis rendu compte pendant la course, tout le monde parle de ça, c'est le but ultime des ultras. Puis je parle pour les gens peut-être qu'un jour qui veulent aller dans cette distance-là, parce que je prédis qu'un jour, les ultramarathons vont devenir un peu ce que les Ironman sont maintenant. C'était assez underground quand j'ai commencé l'Ironman. J'ai commencé mon premier Ironman à 21 ans, puis là, c'est rendu très mainstream de faire de l'Ironman. Je pense que les ultras vont être comme les Ironman de demain. Dans le fond, ça va être les courses qui vont avoir beaucoup d'engouement au Québec, je pense, partout en fait en Amérique pour faire ces courses-là. Fait que le monde, leur objectif souvent, quand tu cours avec eux, tu le sais, c'est de courir en bas de 24 heures. Tout le monde te parle de ça quand tu cours avec eux. Puis moi aussi, je me suis dit ça souvent, ils disent, écoute, rendu là, même si tu marches, tu finis en bas de 24 heures. Fait que c'est comme le benchmark de savoir, es-tu un athlète correct d'ultra, c'est en bas le 100 000 en bas du 24 heures. Mais c'est quand tu viens de passer un 80 en 8h25, 8h20. Ça commence à être long pour se rendre à 24 heures pour redoubler ça. Là. Est-ce qu'il y a une course que vous voudriez, une course dans le monde que vous voudriez faire? Que vous la connaissez, elle est réputée, puis quelque part sur la planète, cette course-là, vous aimez beaucoup, puis vous voudriez la faire? Moi, je pense que j'aimerais faire Badwater. C'est quoi ça? C'est où ça? C'est en Californie, 217 km. OK. Ça descend, ça monte dans le fond, il y a de l'altitude aussi là-dedans. Je pense qu'ils prennent 100 personnes par année. Il faut que tu appliques, t'envoies ton CV. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours comme... T'envoies ton CV. Ouais, CV de coureur, puis ils prennent dans le fond les 100 personnes que je présente qui ont le meilleur potentiel aussi de finir la course, puis le meilleur bagage, là, dans le fond. C'est parce que c'est dangereux? Cette course-là est dangereuse? Non, mais je pense que c'est une course que tu as besoin de... Faut que tu aies de l'expérience. C'est pas, tu peux pas juste improviser et dire moi je vais courir 217 km. Là. Mon coach Eric DL l'a fait, puis on l'amènera peut-être sur le show quand on aura une chance pour qu'il me parle de ça, mais semble-t-il, je sais pas si c'est des légendes urbaines, mais si vous allez sur Internet et vous regardez Badwater, tout le monde est habillé en blanc parce que c'est super chaud. Puis ça a l'air fait tellement chaud que les gens doivent courir pendant l'après-midi sur les lignes peintes de la chaussée, les lignes blanches. Ouais, moi aussi j'avais déjà pour éviter que la semelle soit trop brûlante. Puis que, là, j'ai entendu fondre, là, mais ça, je commence à douter. Peut-être qu'il soit très chaud de fondre, je sais pas. Mais si quelqu'un a la réponse à ça, le Barkley. Ouais, le Barkley aussi, mais. On a dit, François Davidson, on a dit peut-être qu'on irait faire la mini Barkley. Ça, c'est ça, ça une fois par année. C'est où? C'est quoi? C'est au Tennessee. Tennessee. C'est aussi le processus d'application. Là. Il y a un Québécois qui l'a fait cette année. Ouais. C'est quoi son nom? C'est... Je m'en rappelle plus. Antonin. Anatoly Ross. Anatoly Ross, c'est ça. Fait que, mais ça, c'est une course qui est très, très, très underground dans les ultras. Là, dans le fond, si vous regardez, il y a un documentaire sur Netflix sur cette course-là qui est assez intéressante. C'est de la folie. Là. Honnêtement, ça, je suis pas sûr. De toute façon, je suis pas de calibre. Mais je sais pas c'est quoi qui est pire entre les deux. Là. Je suis pas de calibre pour faire cette course-là, mais je vais faire la Mini Barkley qui est une boucle certainement. C'est un de nos projets d'aller faire ça. Soit pour le fun ou soit dans la vraie course. Fait que... Puis toi, Maxime, tu nous as pas répondu. Quelle course dans le monde voudrais-tu faire
Est-ce qu'il y en a une, peut-être c'est hors de l'Amérique, là, en Europe? Non, il y a Patrice Godin qui est venu parler d'une course ici qui était sur la côte ouest, qui était en Oregon. Que ça, juste pour aller faire une course en Oregon, ça m'intéresserait de la faire. Tu aimes l'Oregon juste en... Ouais, mais j'aime la côte ouest anyways, mais je pense que ça va être une course intéressante. Mais à part ça, n'importe quelle course avec Stéphanie, c'est bon? Il faut que tu dises n'importe quelle course. N'importe quelle course. C'est beau. Fait que non, j'ai pas de course mythique que j'aimerais faire nécessairement. Tu sais, il faut savoir une affaire, c'est que présentement, je veux dire au début de l'émission, on parle de course à pied, on parle des machines, mais présentement, c'est ça dans nos vies. On s'intéresse à ça, les ultras. Ce sera peut-être d'autres choses dans 2-3 ans. Tu sais, je suis pas fixé à ça dans ma vie. Présentement, le trip est là. C'est de faire des courses ensemble, on a du fun à faire ça, c'est d'accomplir un 100 000. Mais on se résume pas à ça, on se limite pas à ça. Puis peut-être ça va être l'impression de course d'aventure, je sais pas, mais pour nous, c'est important de bouger. C'est important de s'accomplir à travers le sport, puis ça nous aide à être meilleurs en fait en affaires, puis à mieux focaliser sur ce qu'on veut faire dans notre vie, avec des meilleurs parents, je pense aussi. Fait que c'est tout ça, puis le monde nous demande souvent comment on fait pour un peu conjuguer tout ça, la vie familiale, puis tout ce que vous faites. Puis il y a une affaire qu'on s'est dit, moi et Stéphanie, c'est qu'on sacrifie jamais de temps de famille pour notre sport. Fait que l'entraînement, souvent, c'est très tôt le matin, on va se lever à 4 heures, on va aller courir, puis quand on revient, moi ou Stéphanie, les enfants vont se lever, puis on va déjeuner avec eux autres. Fait que souvent, ils n'ont pas vraiment connaissance qu'on est parti s'entraîner. Puis le soir, moi, je suis pas un gars de m'entraîner le soir, je suis toujours le matin, fait que ça me facilite la vie pour ça. Si Stéphanie, il faut qu'elle aille faire du tapis roulant au gym, je vais être avec les enfants, mais à part ça, il n'y a pas de complications pour nous, puis il n'y a pas de limitation là-dessus. On trouve du temps. Je voudrais remercier en passant François Davidson qui a marqué justement Barclay Marathon, Valérie Quirignon qui nous salue et François Davidson qui a justement posé une question. Une semaine typique d'entraînement pour 160 km, ça ressemble à quoi? À qui tu demandes ça? C'est comme, c'était deux entraînements complètement différents. Moi, je dirais que j'ai fait à peu près mes plus grosses semaines. J'ai peut-être fait 4 semaines de volume qui devait être entre 230 et 250 km. Mais ou sinon, les autres semaines, je pense que je suis pas mal restée à 150, 160 km. Ouais, c'est comme ça, j'avais 2 coachs complètement différents, puis j'avais spécifié à Eric DF, si quelqu'un cherche un bon coach ultra, il y en a 2 bons coachs ultra, en fait Audrey et Eric, mais Eric, c'est un coach qui comprenait mes limitations aussi, avec le temps que les enfants et tout ça. Puis je voulais pas consacrer ma vie à courir, fait qu'il m'a mis des entraînements de qualité là-dedans, puis le plus gros millage que je suis monté de faire un 160 aussi bête, ça peut se paraître, je suis peut-être monté maximum à 120 dans une semaine. C'est peut-être le maximum que je suis monté, là. Ma plus grosse distance que j'ai fait un 51 en entraînement avec Stéphanie, j'ai fait un 56 avec Stéphanie, puis j'ai fait un 3 fois 2 heures dans une journée. Ça a été, très honnêtement, ça a été beaucoup moins... Même j'étais nerveux en avant à la course, j'ai dit, écoute, je me suis vraiment entraîné pour ça, parce que pour moi, je m'attendais à ce que l'entraînement soit beaucoup plus gros que ça. Fait que c'était un peu moins difficile, c'était moins contraignant que je pensais. Fait que c'est moins pire pour moi que de conjuguer 3 sports. Quand je faisais de l'Ironman, c'était natation, vélo course, faut que tu aies ton vélo, faut que tu ailles à la piscine, faut que tu sortes de l'île pour aller faire du vélo. Fait que c'était sincèrement, ça a été pas le moins pire. Puis une plus grosse semaine, je pense que c'était à peu près 120, tu sais. Mais je suis content d'avoir fait comme ça parce que honnêtement, je pense que Eric m'a bien encadré là-dessus. Puis en tout cas, j'étais beaucoup plus nerveux que lui, parce qu'il me disait, lui, t'es correct, il n'y a pas de trouble, la vie est belle, ça va bien aller pour toi. Puis je ne croyais pas jusqu'à temps que j'arrive dans la course, puis je passe à 100 km, je me disais, hey, finalement, il avait raison, tu sais, parce que ça va vraiment bien. Puis mon but à moi, c'était de 8 km à l'heure, puis en 20 heures, de boucler cette course-là. Puis on avait 2 objectifs différents aussi. Là. Ouais, c'est ça. Stéphanie était là pour autre chose, puis moi, j'étais pour finir la course en dedans de 20 heures. C'était comme, j'étais au top of the world, c'était comme le meilleur scénario possible. Puis c'était là-dedans, pour la majorité de ma course, jusqu'à temps qu'on décide de marcher ensemble, c'était ça. Puis le pire scénario que j'avais analysé quand je courais, j'ai dit, si je descends à 7 km/h, je finis maximum en 21 heures, ce qui était déjà pas mal respectable pour cette course-là, tu sais. Fait que là-dessus, ça a été ça. Fait que je pense, je sais pas ce que tu fais, c'est François? François Davidson. Ouais, je sais pas ce que tu fais, François, comme sport, mais je te dirais que si c'est pas si t'es un bon athlète naturellement ou dès le départ, ou t'as un background,
c'est moins pire que je pense que bien du monde peut s'imaginer. Moi, j'ai une question par rapport à ça. T'as parlé, Maxime, de la limitation par rapport à la ville. Faut que tu sortes des fois de la ville pour t'entraîner à certains endroits, pour te préparer pour des marathons, pour tes études. Ben, c'est pas vraiment de sortir de la ville, mais c'est juste que, exemple, moi avec le millage, là, je veux dire, le tour de Montréal, là, rendre Notre-Dame, là, puis me rendre le plus loin possible, là, à la Chine, puis revenir, là, quand ça fait plusieurs fois que tu le fais, mais des fois, juste changer, là, de... Tu peux changer de décor. Ouais, c'est ça, on est allé sur le petit train du Nord une fin de semaine, puis dans le fond, ça faisait juste... tu sais, aussi, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'auto, fait que c'est assez facile, là, c'est... Il y a ça à faire que pour mon prochain, je risque de m'entraîner un petit peu plus en train parce que juste pour... C'est plus fun de courir en dehors de la ville pour moi, de faire cette affaire-là. Mais justement... Moi, je suis encore très route. Par rapport à ça, la question c'était, est-ce que vous aimeriez, si vous aviez un rêve dans la ville, d'incorporer un élément naturel qui vous permettrait de vous entraîner, que ce soit une montagne, un lac, une trail en particulier, quelque chose qu'il n'y a pas présentement, parce que pour les auditeurs, les auditrices, ils savent peut-être pas monter à Montréal présentement, il y a du monde qui vont penser un peu ailleurs. Fait que pour une grande ville comme Montréal, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez juste faire apparaître à Montréal qui vous aiderait à vous entraîner? C'est comme je l'ai dit, n'importe quoi, un truc naturel. Moi, j'ai toujours aimé le petit train du Nord, là. Je me rappelle que... C'est quoi le petit train du Nord? Ben, dans le fond, je pense que ça commence à Mont-Laurier. Puis je pense que tu te rends jusqu'à Saint-Jérôme, là. C'est une piste cyclable. C'est une piste cyclable, ouais. Fait que c'est pas si la route, là. Ouais, c'est ça. C'est pas la route, c'est un petit peu moins dur aussi, ces articulations. Puis dans le fond, je veux dire, c'est comme un peu l'impression que t'es un peu dans le bois, là. Puis je veux dire, c'est possible aussi d'aller faire un peu de trail, quelqu'un qui veut faire ça. Mais moi, je reste sur le sentier. Ouais. Moi, c'est ça, honnêtement. Je pense que mon terrain de jeu idéal, si tu me disais, Maxime, où est-ce que tu t'entraînerais à 100% du temps, ce serait possiblement au Vermont. Au Vermont, parce que t'as de la côte là, t'as des beaux paysages, t'as de la nature qui est pas loin, fait que ce serait possiblement l'endroit où je m'entraînerais à temps plein. Fait que c'est ça, fait que... Mais c'est ça les ultras, c'est une belle aventure, puis je vous dirais, moi j'ai été inspiré à faire ça par Stéphanie, mais pas aussi par un paquet de monde qui en ont fait, qui sont Dean Carnegie qui a écrit un livre qui était bien intéressant sur les ultramarathons aussi. T'as Rich Roll aussi qui a un podcast qui s'appelle le Rich Roll Podcast aussi, lui c'est un ultramarathonien qui a fait des affaires pas mal pétées. Des entrepreneurs comme Jesse Dure aussi qui ont fait de l'ultramarathon. Fait que ça devient un peu un mode de vie pour bien les entrepreneurs pour nous, parce que je pense qu'à la lumière de tout ça, c'est qu'on travaille tellement. On est tellement sollicité qu'on travaille que quand on va courir longtemps, tu penses plus à rien. Il n'y a plus rien qui se passe, le cerveau est à off, c'est juste les jambes qui avancent. Fait que ça nous aide. Il y a comme... Moi, je suis revenu de cette course-là au Michigan, c'était comme le calme plat dans ma tête. C'était comme, OK, j'ai fait ça, je peux faire ça. Puis en plus, tu dis, c'est que quand tu es capable de faire ça, tu peux faire un paquet d'autres affaires dans la vie. Mais c'est plus la discipline et puis le fait d'avoir un but. Fait que peu importe c'est quoi, ben ça te force un peu à garder le focus là-dessus, là, je pense. C'était une belle aventure. Puis honnêtement, moi, c'était dans ce que j'ai fait dans le sport, un ultra, je pense que c'était pas mal dans le top de mes expériences. Puis c'est drôle, mon frère m'a appelé j'ai appelé mon frère pendant la course. Parce que j'ai dit qu'à 100 km, je peux faire un téléphone. Mon téléphone était fermé tout le long de la course jusqu'à 100 km. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon frère, puis mes enfants. Puis ils m'ont dit, puis j'ai dit, ben, puis tu pognes pas à piqûre là-dessus en faisant ça. C'est ce que je lui ai dit. Pas sur le coup. Pas sur le coup, tu pognes pas à piqûre. C'était après, en rétrospect, que tu disais, hey, finalement, c'était le fun. C'était le fun, finalement, cette affaire-là. Mais sur le coup, c'est sûr qu'il y a personne qui va dire, hey, je capote aujourd'hui. Ben oui, je pense, dans des contextes où tu es avec du monde, où c'est agréable, où tu sais que. Mais moi, le premier 80 kilos, là, c'était parfait. Ouais, c'est ça. Fait que c'était une découverte là-dedans. Fait que, mais je pense que c'est une expérience qui est bien physique, mais qui est quasiment spirituelle à la fin de la journée, parce que tu es tout seul avec toi-même. Tu te rends compte vraiment de quoi tu es fait rendu là. Parce que je me souviens d'avoir couru avec un gars qui avait mal à la même place que moi, dans une hanche. Puis il me dit, je pense pas que je vais être capable d'arrêter. Puis on s'est rendu à 80 km, à la station 80 km. Il s'est assis. Je suis resté debout, j'ai mangé un peu. Puis je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, moi je continue, qu'est-ce que tu fais? Puis il a dit, moi c'est terminé. Fait que, mais là, à partir de là, tu pars tout seul, parce que là, t'es seul pour un bout. Puis tu dis, moi je continue, tu sais. Fait que tu vois de quoi t'es fait, tu sais, au niveau de. Mais c'est facile, bien des fois, de juste dire, OK, moi j'arrête. Ouais.
En passant, on a eu des gens qui nous ont écrit. Valérie Quirillon, qui semble écouter les shows et qui dit intéressant la différence entre vos entraînements. Venez vous entraîner en Beauce, il y a plein de beaux paysages. Alors, je pense que c'est une invitation pour vous deux. Ben, Valérie, on s'est rencontrés, drôle d'affaires. Merci Valérie d'être là. On s'est rencontrés dans un camp de vacances avec les enfants au Petit Saguenay. Puis Valérie commençait à ce moment-là à courir, je pense. Puis elle a fait Arikana, puis elle a fait Arikana cette année, fait que chapeau à toi Valérie Quirillon pour les entraînements. Puis une autre fille qui concilie beaucoup la famille et l'entraînement et son chum, Hugues. Fait que félicitations pour tout ce que vous faites. Marilyn Doré, tu avais une question, tu dis... je pourrais la lire. En fait, c'est wow, très impressionnant. 250 km, je fais l'avocat du diable. Long term versus n'avez-vous pas peur de vous blesser et d'user précairement vos genoux et cœur? Ben, comme j'ai mentionné tantôt, là, je vous disais, c'était 4 semaines là, qui étaient comme ça. C'est pas comme ça à l'année. Puis honnêtement, côté travail, vie de famille et tout ça, ces 4 semaines-là, je veux pas, j'ai été obligée de faire des sacrifices là, à quelque part. Là. Fait que non, je serais pas capable de courir 250 à l'année. Là. Fait que c'est vraiment, je veux dire, je fais pas ça toujours. Là, vous avez pas quand même cette inquiétude-là que ça va peut-être vous rattraper plus tard quand vous allez vieillir, puis que les genoux, ça va. Écoute, ils ont fait des études là-dessus, particulièrement sur l'ultramarathon, puis c'est pas du monde qui sont plus blessés que la moyenne de la population, puis au contraire, tu sais. Moi, je pense que le corps humain est une machine assez bien faite. Puis si on regarde dans le temps, l'être humain est la bête, c'est une espèce sur la Terre qui est faite pour courir le plus longtemps. Ouais. On est fait physionomiquement. C'est un podcast, c'est pas grave. Pour courir longtemps. Puis moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est-tu quelque chose qui pourrait faire en sorte que... Mais je me rends compte que la plupart du monde qui me disent qu'ils ont mal aux genoux, puis qui ont un problème du cœur, c'est du monde souvent qui ne seront pas très sportifs. Fait que ça me laisse croire quelque chose en dedans qui fait en sorte que autour de moi, je vois personne qui vraiment dans le sport d'endurance qui m'a gagné là-dessus. Mais il y a aussi le fait que depuis que je fais dans le fond, du ultramarathon versus avant là, du demi ou des distances qui étaient un peu plus rapides, donc des entraînements de piste, des entraînements de vitesse. Puis maintenant que je m'écoute, là, dans le sens qu'une journée ça marche pas, je force pas dans le fond. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai été blessée. J'ai dû prendre un break de course parce que j'étais blessée. C'est sûr que des fois, des choses qui sont un peu plus sensibles, c'est un peu normal, là, mais honnêtement, là, dans les dernières années, j'ai pas eu à prendre un break de course. Je vois même des amis, des fois, là, que ça fait 6 mois, 6 semaines, je veux dire que je peux pas courir, j'ai ça. Honnêtement, je touche du bois, là, mais rien de ça. Fait. Moi non plus, j'ai jamais été vraiment blessé, mais on a des bons soins. Il y a Jacqueline Garot qui est venue nous masser justement la semaine passée. Jacqueline qui va être à l'émission bientôt. Jacqueline, que vous connaissez peut-être, qui a gagné le marathon de Boston il y a plusieurs années déjà. Jacqueline, maintenant, a fait des traitements en masso. Puis, elle va venir parler à l'émission dans quelques semaines. Elle a accepté de venir. Donc, mais on est chanceux de ne pas blesser beaucoup. Puis, j'ai tendance à croire que quand tu fais ça de la bonne manière, Je pense que c'est quand tu t'écoutes. Là. Quand tu t'écoutes, je pense pas qu'il y a beaucoup de... Je pense que ça peut pas être des journées parfaites. J'ai arrêté de focusser sur « OK, il faut que je fasse 1 heure à cette vitesse-là. » Si aujourd'hui, ça va à cette vitesse-là, ça va à cette vitesse-là. Puis si ça marche pas, ben ça marche pas. Je veux dire, on est humain aussi là-dedans. Exact. Puis c'est comme j'ai dit tantôt, pour nous autres, c'est une journée, fait que... comme il dit en anglais, la journey, notre vie, c'est qu'on est comme... aujourd'hui, on est ça, puis demain, ça va être autre chose. Mais on s'investit dans tout ce qu'on fait. Puis l'ultramarathon, pour l'instant, c'est une aventure qui débute quasiment pour nous autres. Mais pour moi, en tout cas, pas pour Stéphanie. Stéphanie m'a amené un petit peu là-dedans, puis c'est plutôt moi qui l'ai suivi, elle m'a pas forcé à aller là-dedans. C'est même moi qui ai dit on fait un 100 000, puis elle m'a dit écoute, je suis pas vraiment prête pour ça. J'aurais pas fait celle-là. Elle n'aurait pas fait celle-là, elle m'a laissé le choix de la course. C'est peut-être pas une bonne idée, dans le fond. Moi, maman, mais t'as pas regardé que dans le fond, fallait que c'était recommandé d'avoir un coup. J'ai dit, honnêtement, non. J'ai juste dit, s'il a vérifié puis il a dit que c'était la course qu'il fallait faire. Honnêtement, si j'aurais eu à choisir, j'aurais pris le Beast of Berlin, qui, pour n'importe quelle personne qui veut faire un 80, un 40 puis un 100 000, que je pense qu'il est une bonne option dans l'État de New York. C'est plat, ça ressemble un peu au petit train du Nord. Les ravitaux, dans le fond, c'est un buffet. Il y a n'importe quoi, du chili, des pâtes, n'importe quoi. Dans le fond, tu manques de rien. Fait que c'est très bien organisé.
Puis, ben, c'est celle-là que je pense que j'aurais voulu le faire 100 000, mais bon, je t'ai donné le choix. Pour le bénéfice des auditrices auditeurs, il y en a beaucoup qui écoutent les machines, pas nécessairement parce que c'est des passionnés de courses de marathon. Alors moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez des athlètes qui sont pas nécessairement dans ce domaine-là que vous voudriez inviter au show? Écoute, il y en a une longue liste qu'on a faite d'ailleurs en allant au Michigan, qu'on a déjà invité, mais pas seulement des athlètes, parce qu'avec une machine, là, on a du monde du domaine des affaires, il y a du monde, en fait, ben c'est ce qu'on veut beaucoup, du monde du domaine des affaires, du domaine des arts. Il y a des musiciens qui ont été invités qui vont venir surtout à l'émission, qui vont venir sûrement à l'émission aussi. Le but, vraiment, c'est pas, là, on parle de sport. Le show n'est pas à propos de ça. C'est que ça donne qu'il y a beaucoup de monde qui vont être en affaires, qui vont bien réussir, qui vont être également dans le sport. Fait que ça fait en sorte qu'on les invite ici. Si j'ai invité Vincent Vallière, c'est parce qu'il court, ce gars-là aussi. Okay. C'est pour ça. Fait qu'il y a pas, s'il y a des gens comme ça qu'on a invités, c'est à propos de ça. C'est à propos de qu'est-ce que le sport leur apporte aussi dans la vie, dans leur vie de tous les jours. C'est ça. Comment ça t'aide à être une meilleure personne, à être un meilleur entrepreneur, à être un meilleur musicien, à être un meilleur artiste. C'est à propos de ça, le show. Puis, si vous avez des personnes en tête, là, des exemples de personnes sportives ou pas sportives, mais que vous voudriez... C'est une surprise. C'est toutes des surprises. C'est des surprises. Toutes des surprises, ok. On peut pas tout dévoiler. Mais on a invité un paquet de personnes, puis le monde... Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Ouais, absolument. Tout à fait, on est là pour les entendre, ça me fait plaisir de les inviter. Puis c'est ça, puis le show finit bientôt, parce que moi j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Parfait. Mais... On peut juste répondre à une petite question ici. En fait, c'est pas seulement par rapport à Facebook, aussi sur YouTube, il y a des gens qui ont laissé des questions sur les différents épisodes. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent à partir de Facebook, si vous n'êtes pas encore inscrit sur YouTube, on va mettre le lien bientôt, en fait, sous peu. Il y a quelqu'un qui a écrit s'il va y avoir un deuxième épisode avec Guillaume Duluth, parce que beaucoup de gens l'ont apprécié. C'est un épisode qui a été très populaire comme premier épisode. C'est Alexandre Leclerc qui nous a demandé ça. Je pense que oui, honnêtement, ça me trottait dans la tête parce que Guillaume est un gars avec beaucoup de contenu. Puis Guillaume touche à tous ces aspects-là. Écoute, Guillaume a beaucoup d'engagement aussi, fait qu'il peut pas être ici à tous les jours, là. Il est très occupé. Je sais. Mais je pense que oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de contenu, puis je pense que ça vaut la peine. Fait qu'il y a du monde qui a, pas seulement Guillaume, il y a un paquet d'autres personnes qui vont revenir sur le show, dépendamment de la révolution. Il y a Normand Piché qui est venu, qui a un autre projet. Fait que, tu sais, oui, puis on est ouvert à ce que les gens nous proposent des personnes comme ça. Une petite note, Anthony Bourdain qui est décédé en fait l'année dernière ou hier, le 8. C'est pas le 8, c'était... En tout cas, on est-tu le 8 aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 8 juin. Fait que ça c'était une machine dans ce qu'il faisait, puis moi, c'était un de mes idoles, cette personne-là. Tu connais-tu Chuck Anthony Bourdain? Absolument, il faisait des topos culinaires à CNN, faisait le tour du monde, il allait à la rencontre de nouveaux plats. Exact, puis c'était lui aussi un sportif, il était dans les arts martiaux. Mais bref, je vous dis ça parce que je pense que être une machine, il faut apprendre aussi à équilibrer sa vie puis à être heureux à travers ce qu'on fait puis s'accomplir à travers ce qu'on fait. Puis c'est pour ça que je disais que le jour que moi et Steph, l'ultramarathon, ça fait plus notre affaire, on va sûrement passer à autre chose puis faire autre chose qui va nous inspirer. Fait que je pense que le but, c'est inspirez-vous de ce que vous aimez faire puis passer à autre chose quand c'est le temps de le faire. Il y a du monde comme Anthony Bourdain qui finalement il était en détresse, qui était malheureux, qui a décidé de faire autre chose dans sa vie, qui est malheureux en fait. Mais ça fait partie de la vie. Mais ce que je dis à tout le monde, trouvez la chose qui vous passionne, vous n'avez pas ces moments noirs-là que d'autres personnes ont peut-être. Fait que c'est ça. Valérie Quirion qui dit la prochaine fois, c'est Stéphanie qui choisit la course. Donc, c'est toi, on l'a choisi ensemble, en fait. Absolument. François Davidson qui dit, en passant un live à l'heure du midi, c'est très cool. Moi, ma question, c'est, est-ce que ça vous intéresserait d'en faire d'autres plus tard? Si la demande est là. Puis, si je veux dire, moi, je vais essayer de pas être en retard la prochaine fois. C'est bien correct, y a pas de problème. Il y a Marilyn Doré qui dit, je suis du même avis que vous, puis elle va peut-être tenter un 50 km, donc, 50 000. Écoute, tu peux venir avec nous autres à Javelin, en Arizona, on fait le Javelin John Red. Puis il y a une course de 50 000, 100 000, t'as un 32 km de nuit, puis t'as un 64 km de nuit. Ça a l'air c'est la course. Puis juste mentionner, là, Marilyn, c'est toute une athlète aussi. Et je pense coachée par Bard Coaching, je pense. Une triathlète, ouais, exact. Fait que, ouais, absolument. Fait que tout le monde qui ont été sur notre live, c'est très apprécié. On fait ça modestement, on fait ça pour inspirer du monde, pour s'inspirer nous autres aussi. N'hésitez pas à partager nos émissions si le cœur vous en dit. Invitez vos amis à liker,
allez faire un avis sur iTunes, Twitter, pas Twitter, YouTube. Non, on n'est pas sur Twitter. Fait que, je sais même pas comment ça marche. Et merci aussi pour ceux qui nous écoutent en différé, c'est-à-dire à partir de leur podcast et aussi à partir de leur application de podcast et aussi sur YouTube parce que c'est pas juste live présentement, il y a des gens qui vont nous écouter dans 2 mois. Là. Fait que c'est bien apprécié. Fait que on se voit la semaine prochaine. On a Éric Giasson qui s'en vient sur l'émission. On a Sébastien Roulier aussi qui va bientôt. Ouais. Les jumelles. Les jumelles Puntos. Ah, Yes. Ça, vous allez voir un live vraiment, pas un live, mais un podcast. Très drôle. Très déjanté, très relax Ouais. avec les jumelles Puntos. On fait ça bientôt. Qui sont des... super. C'est très cool. Ouais. Il était très très bon cet épisode-là. Fait que c'est ça. Fait que merci à tout le monde. Soyez au rendez-vous toutes les semaines, puis continuez à nous suivre, puis continuez à encourager le projet parce qu'on est bien content de faire ça avec vous. Bonne journée. Bye bye.